Bienvenue dans ce cours de biologie dédié à l'appareil respiratoire. La première partie sera consacrée à la structure de l'appareil respiratoire. Dans un deuxième temps, nous allons vous parler des voies respiratoires humaines. Dans une troisième partie, nous allons vous parler de toutes les annexes des poumons. Dans un quatrième temps, nous allons évoquer tous les mouvements respiratoires du corps. Et enfin, dans une dernière partie, nous allons parler de l'hématose. Commençons donc par la structure de l'appareil respiratoire. Le but de cette partie est de vous expliquer les rôles de l'appareil respiratoire humain. En réalité, les cellules de notre organisme ont besoin en permanence d'oxygène afin de produire l'énergie qui leur permet de rester en vie, ou encore de se contracter, c'est le cas par exemple des cellules musculaires, ou encore par exemple de produire les influx nerveux, c'est le cas par exemple des cellules nerveuses. Mais le problème, c'est que cette production d'énergie génère dans un second temps du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone est toxique lorsqu'il s'accumule en trop grande quantité dans notre organisme. Le rôle alors de l'appareil respiratoire est de 1. Acheminer l'oxygène aux cellules, 2. D'éliminer le dioxyde de carbone. Comment il fait cela? Par un mécanisme d'inspiration et d'expiration qui renouvelle en permanence l'air dans les poumons. Les deux schémas sur la droite vous présentent les différentes parties de notre appareil respiratoire. Le schéma en bas vous présente une alvéole pulmonaire que nous vous présenterons en dernière partie. Dans cette deuxième partie, nous allons vous parler des voies respiratoires, c'est-à-dire toutes les voies par lesquelles l'air circule dans notre organisme. Lorsque l'air pénètre par le nez dans notre organisme, il le fait par la cavité nasale. Cette cavité nasale est constituée d'un vestibule notamment, qui est lui-même constitué d'une muqueuse comportant de nombreux poils. Ces poils ont pour objectif d'arrêter les poussières de grande dimension. Les voies respiratoires sont aussi composées des sinus. En réalité, les sinus, c'est une cavité creusée dans certains os du crâne ou de la face. Ils sont directement en communication avec les fosses nasales, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite. Le pharynx est une autre composante des voies respiratoires. C'est un conduit musculo-membraneux, c'est-à-dire constitué à la fois d'un muscle et d'une membrane, qui forme en quelque sorte un carrefour entre les voies respiratoires et digestives. Pourquoi? Parce qu'il permet de relier la bouche et l'œsophage, mais aussi les fosses nasales et le larynx. Parlons donc du larynx, qui est un organe cartilagineux situé entre le pharynx et la trachée. Le larynx a trois objectifs. 1. Conduire l'air du pharynx vers la trachée. 2. Interdire le passage des aliments dans la trachée. 3. Permettre la phonation. La trachée, quant à elle, est un conduit qui est compris entre le larynx et les bronches souches. Elle est constituée notamment d'anneaux de cartilage. Lorsque l'air arrive au poumon, la trachée se sépare en deux bronches souches, une à droite, une à gauche, et chacune d'entre elles pénètre dans le poumon au niveau du hilh. Donc le hilh, c'est la zone d'un organe au niveau de laquelle pénètrent les vaisseaux sanguins et les nerfs. Parlons désormais de la partie la plus importante de notre système respiratoire, les poumons. Chacun d'entre nous est composé de deux poumons qui sont organisés de la manière suivante. Chaque poumon se subdivise en lobes, 3 lobes pour le poumon droit et 2 lobes pour le poumon gauche. Chaque lobe est un assemblage de lobules pulmonaires. Chaque lobule pulmonaire est composé d'un ensemble de vésicules pulmonaires. Enfin, chaque vésicule pulmonaire est formée de quelques alvéoles pulmonaires. L'espace entre les deux poumons s'appelle le médiastin et contient le cœur, les gros vaisseaux, la trachée et l'œsophage. Vous l'avez sûrement vu dans notre schéma sur le système respiratoire, mais afin d'amener l'air dans les alvéoles pulmonaires, les bronches se divisent plusieurs fois et forment ainsi ce qu'on appelle l'arbre bronchique. Tout d'abord, les bronches souches se ramifient en bronches lobaires, qui vont chacune d'entre elles vers les lobes. Les bronches lobaires se ramifient en petites bronches, qui débouchent dans les lobules pulmonaires. Enfin, les petites bronches se ramifient en bronchioles, qui conduisent l'air vers les vésicules pulmonaires. Notre troisième partie est consacrée aux annexes des poumons. Première annexe, la cage thoracique, qui est composée de 12 vertèbres dorsales, de 12 paires de côtes et du sternum. Prenez le temps d'étudier le schéma suivant. Deuxième annexe, la plèvre, qui est une enveloppe constituée de deux feuillets qui entourent les poumons. Les deux feuillets délimitent une cavité qui contient un liquide visqueux, ce qu'on appelle le liquide pleural.
Ce liquide en fait va jouer le rôle de lubrifiant et va réduire les frottements lors des mouvements respiratoires. Voici un schéma de la plèvre. Troisième annexe, les muscles respiratoires. D'abord, le plus important, le diaphragme, qui sépare le thorax et l'abdomen. C'est le principal muscle respiratoire. Deuxième type de muscle respiratoire, les muscles scalènes, qui sont ceux qui élèvent les côtes. Et enfin, les muscles intercostaux, qui sont situés entre les côtes. Vous pouvez prendre le temps d'étudier le schéma suivant. Notre quatrième partie est elle consacrée au mouvement respiratoire. Tout d'abord, premier mouvement, l'inspiration, qui est le phénomène actif de notre système respiratoire. Lors de cette phase, le diaphragme se contracte et s'abaisse. Les muscles scalènes soulèvent les côtes et les muscles intercostaux les maintiennent écartés. Ainsi, le volume de la cage thoracique augmente, ce qui provoque la dilatation des poumons et l'aspiration de l'air à l'intérieur des voies respiratoires. Second mouvement respiratoire, l'expiration, qui est un phénomène passif. Dans ce cas, l'ensemble des muscles respiratoires se relâchent. La cage thoracique reprend ainsi sa taille normale sous l'effet de la pesanteur et de l'élasticité des poumons. Comme le volume de la cage thoracique diminue, l'air est progressivement expulsé des poumons. Vous devez aussi maîtriser la notion de capacité pulmonaire. C'est la capacité maximum d'air contenue dans les poumons après une inspiration forcée. Elle se subdivise en 4 volumes pulmonaires. Le premier, c'est le volume courant, qui est le volume d'air qui pénètre lors d'une inspiration et d'une expiration normale. Deuxième volume, celui de la réserve inspiratoire, qui est le volume d'air qui entre dans les poumons après une inspiration forcée. Parlons aussi du volume de réserve expiratoire, qui est le volume d'air qui sort des poumons après une expiration forcée. Enfin, quatrième volume, le volume résiduel, qui est le volume d'air qui reste dans les poumons après une expiration forcée. Notez que lorsqu'on additionne le volume courant, le volume de réserve respiratoire et le volume de réserve expiratoire, on obtient la capacité pulmonaire vitale. La capacité pulmonaire totale est-elle obtenue en sommant les 4 volumes respiratoires. Elle est en général de 5 litres. Le contrôle de la respiration se situe au niveau du bulbe rachidien. C'est lui qui va dicter le rythme respiratoire, c'est-à-dire le nombre de mouvements par minute. Notons qu'en moyenne, un homme au repos a une moyenne de 16 mouvements par minute. Ainsi, si on veut accroître la quantité d'oxygène dispensée dans l'organisme, il faut à la fois que le rythme respiratoire et que la fréquence cardiaque augmentent. En général, lorsqu'on inspire de l'air, celui-ci est composé à 80% d'azote et à 20% d'oxygène. Le taux de dioxyde de carbone est lui très marginal à 0,03. Par contre, lorsqu'on expire l'air, le taux d'azote reste à 80%, l'oxygène diminue à 16% et le dioxyde de carbone passe à 4%. Attaquons désormais la cinquième et dernière partie de notre cours dédiée à l'hématose. Commençons par définir l'hématose, qui est un échange gazeux entre l'air alvéolaire et le sang, qui va le transformer en sang artériel. Rappelons que le sang artériel, qu'on appelle aussi le sang hématosé, est un sang riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone. A l'inverse, le sang veineux est un sang pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. Il nous faut aussi définir deux notions. La première, c'est l'oxyhémoglobine, qui est un complexe formé par l'association de l'oxygène et de l'hémoglobine. La seconde notion, c'est la carbhémoglobine, qui est un complexe formé par l'association du dioxyde de carbone et de l'hémoglobine. Ce qu'il faut noter, c'est que du sang artériel peut circuler dans des veines et que du sang veineux peut circuler dans des artères, et ce notamment à deux moments. Le premier, c'est lorsque les veines pulmonaires ramènent le sang des poumons vers l'oreillette gauche. Elles contiennent alors du sang riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone, ce qu'on appelle donc du sang artériel. Deuxième moment, ce sont lorsque les artères pulmonaires transportent le sang du ventricule droit vers les poumons. Elles contiennent donc du sang pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone, du sang veineux. Vous avez le schéma de la circulation du sang sur la droite, nous vous conseillons de l'apprendre. Lorsque le sang arrive dans les poumons, plusieurs phénomènes se produisent. Tout d'abord, l'hémoglobine qui est contenue dans les hématies est associée au dioxyde de carbone et forme ainsi la carbhémoglobine. Dans les alvéoles pulmonaires, le dioxyde de carbone se détache de l'hémoglobine, quitte les hématies, traverse la paroi des capillaires, comme vous voyez sur le schéma sur la droite,
puis celle des alvéoles pour se mélanger à l'air alvéolaire. À l'inverse, l'oxygène présent dans les alvéoles pulmonaires traverse la paroi des alvéoles, puis celle des capillaires pour pénétrer dans les hématies, se fixant ainsi à l'hémoglobine. Et ce sont ces échanges gazeux qui transforment le sang veineux en sang artériel. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur l'appareil respiratoire. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur le chat sur la plateforme Prep Academy. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook ou sur Twitter, nous postons régulièrement des nouvelles vidéos où nous faisons aussi des promotions. À bientôt sur Prep Academy.